Bonjour à tous et bienvenue dans Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de l'actualité à l'Assemblée nationale et au Sénat. On va continuer à parler cette semaine des conséquences de l'épidémie de Covid, mais pas seulement. Et avec moi pour présenter cette émission, Brigitte Boucher. Bonjour Brigitte. Bonjour Tam. Et notre invité cette semaine est à la tête du groupe La République En Marche à l'Assemblée. C'est le député de Paris, Gilles Legendre. Bonjour Gilles Legendre. Bonjour Tam Tranui, bonjour Brigitte Boucher. Bonjour Gilles Legendre. Et c'est Brigitte qui va commencer par brosser votre portrait. Gilles Legendre, vous êtes né le 13 mai 1958 à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes président du groupe La République En Marche, député de Paris, macroniste de la première heure. Vous défendez coûte que coûte la politique du gouvernement. Face aux critiques, vous ne concédez qu'une erreur, celle d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil sur les mesures liées au pouvoir d'achat. C'était à l'époque. Après le bac, ce sera Sciences Po et le CFJ. Votre cœur balance entre deux spécialités parmi les plus décriées par les Français, la politique et le journalisme. Vous avez occupé plusieurs postes de direction à l'Usine Nouvelle, au Nouvel Économiste, à l'Expansion, l'événement du jeudi ou Challenge, avant d'arriver à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, vous êtes rattrapé par vos premières amours puisque l'économie française connaît une crise sans précédent, une récession de 11%, un déficit de 11,4% estimé à fin 2020, alors quel œil acéré aurait porté le journaliste économique, indépendant forcément, sur cette crise économique sans précédent ? Écoutez, j'ai attendu d'avoir 62 ans pour vivre probablement l'événement économique le plus bouleversant qu'ait connu la planète depuis la guerre. Et donc, en tant qu'observateur, que je ne suis plus, probablement en aurais-je été passionné. Et il n'y a qu'à lire les journaux ou regarder la télévision, entendre les radios, pour voir à quel point cette crise suscite des réflexions, des interrogations, des interpellations, qui auraient probablement été les miennes si j'étais encore journaliste, ce que je ne suis plus quand même depuis près de 20 ans. Donc l'eau a coulé. Et des inquiétudes aujourd'hui. Mais maintenant, Vous êtes acteur. mais maintenant, nous sommes acteurs et nous avons à relever tous ensemble un défi phénoménal, c'est-à-dire être capable de répondre à cette crise avec probablement des solutions totalement inédites, parce que cette crise-là est inédite. Et ce que je voudrais saluer aujourd'hui, c'est précisément l'option que très tôt, avant même que la pandémie prenne tout son sinistre élan, le gouvernement, et notamment Bruno Le Maire, ont tout de suite compris que nous étions dans un schéma totalement inédit et qu'il fallait faire éclater les cadres habituels, les règles habituelles, y compris, vous l'avez dit, les règles de rigueur budgétaire qui ne s'appliquaient plus dans ce contexte-là. Elles reviendront et nous devrons être rigoureux dans la manière dont nous dépensons l'argent, mais d'être capable d'aller tout de suite chercher des solutions inédites, ce qui a été fait avec le chômage partiel, avec le fonds de soutien, avec les prêts garantis par l'État, etc., etc. Gilles Legendre, on va continuer à parler des conséquences du Covid dans cette émission avec d'abord une commission d'enquête sur l'épidémie de Covid-19. Elle va débuter ses travaux mi-juin sous la houlette du rapporteur Les Républicains Éric Ciotti qui veut la vérité sur la gestion des masques. Et de 10, un 10e groupe parlementaire s'est créé à l'Assemblée nationale. 2 groupes ont vu le jour en 2 semaines avec des députés issus de la majorité, mais pas seulement. La crise couve dans cette majorité. Enfin, assouplir le régime des procurations et améliorer la participation lors du 2e tour des municipales fixé le 28 juin, c'est l'objectif d'une proposition de loi adoptée cette semaine au Sénat. La balle est désormais dans le camp de l'Assemblée. Et on commence par le premier thème de cette émission, l'Assemblée qui va enquêter sur l'épidémie de coronavirus. La mission d'information sur le Covid-19 lancée en mars se dote des pouvoirs d'enquête pour 6 mois. Vraie prérogative d'une commission d'enquête, c'était une demande des Républicains. Évoquée pour septembre, elle débutera finalement ses travaux dès la mi-juin, presque en même temps que celle du Sénat. Les précisions de Stéphanie Despierres. Ces 30 députés vont enquêter sur la gestion de l'épidémie de coronavirus. Ils peuvent convoquer qui ils veulent et les auditions se font sous serment. L'opposition attend les premiers témoignages avec impatience. Le député Les Républicains Éric Ciotti a obtenu le poste clé de rapporteur général. L'objectif, c'est la vérité. C'est faire la vérité sur ce qui s'est passé, sur ce qui a fonctionné, mais aussi sur ce qui a dysfonctionné, sur nos failles, sur certaines faillites. Le champ d'investigation est très large, masques, tests, gestion des EHPAD, confinement, déconfinement. Le patron des Républicains est l'un des 4 vice-présidents de la commission d'enquête. Il promet que la droite n'en fera pas un procès politique. L'objectif, voilà, c'est d'éviter finalement
qu'on fasse un Benalla-bis. L'objectif, ce n'est pas d'en faire un tribunal populaire, de viser la responsabilité judiciaire de tel ou tel ministre. Non, notre objectif, c'est la responsabilité politique, les défaillances, les dysfonctionnements, les failles qu'il y a eu dans le système. À l'été 2018, la commission Benalla avait implosé après des divergences sur les personnes à auditionner. La majorité se prépare donc à des moments difficiles, mais Brigitte Bourguignon, la présidente de la commission d'enquête, affiche son ouverture. Les propositions d'audition, c'est l'opposition surtout qui va les proposer. Et puis ensuite, nous aussi, on pourra en proposer, bien sûr. Et moi, par principe, je ne m'opposerai à aucune des auditions, parce que personne n'a intérêt à s'opposer à des auditions, quelles qu'elles soient. Les auditions devraient commencer mi-juin. Ministres, hauts fonctionnaires, médecins, la liste promet d'être longue. Édouard Philippe et Agnès Buzyn, tous deux candidats au municipal, ne seront entendus qu'après le second tour. Gilles Legendre, vous avez entendu Damien Abad, le président des Républicains, qui sera vice-président de cette commission d'enquête. Je le suis aussi, nous sommes tous les deux, Voilà. Il y a 4 vice-présidents, dont Damien Abad et votre serviteur. Et votre serviteur. Vous dites, et on l'entend lui dire, il n'y aura pas de tribunal populaire. Est-ce que vous craignez quand même une affaire Benalla-bis ? Pas du tout. Pas du tout. Nous ne sommes pas du tout dans le même schéma. Nous sommes sur une analyse qui est complexe et qui justifie parfaitement cette commission d'enquête. Nous ne nous sommes pas fait imposer cette commission d'enquête. Nous la souhaitons avec la même intensité, avec la même énergie que les groupes d'opposition. Elle est indispensable. Mais Éric Ciotti, qui est nommé rapporteur général de la commission d'enquête, n'a vraiment pas été le plus tendre avec vous jusqu'ici. Non, mais attendez, vous ne craignez pas ? mais il n'y a pas une question de tendresse ou pas de tendresse. Éric Ciotti dit quoi dans votre reportage ? Il dit « Nous voulons connaître la vérité ». Eh bien oui. Nous voulons, nous aussi, connaître ça veut dire la que la vérité. mission d'information qui existait avant, puisque en fait cette commission d'enquête est issue de la mission d'information, n'a pas permis de faire toute la lumière. Non, Brigitte Boucher, leur objet est radicalement différent. La mission d'information était là pour contrôler l'action du gouvernement pendant la gestion de la crise sanitaire, sous tous les aspects d'ailleurs, pas que sanitaire, économique, social, et comprendre les mesures du gouvernement, le confinement, le déconfinement, le rythme, les mesures de protection, les mesures de prévention. C'était ça son objet. Parce qu'Éric Ciotti dit le temps de la vérité commence, on n'est plus dans le temps de la communication. Donc avec la mission d'information, c'était le temps de la communication. Ça, par contre, dire ça, c'est de la communication. Et ça ne m'intéresse pas beaucoup. Non. La commission d'enquête, elle doit comprendre pourquoi et comment nous avons géré cette crise. La gauche... Et attendez, c'est important. Et pas simplement sur ce qui a commencé au mois de mars. Tout ce qui a précédé et qui fait que le système sanitaire a bien répondu sur certains aspects, a moins bien répondu sur d'autres. Comprendre, et surtout, l'objectif de tout ça, c'est que nous en tirions des enseignements utiles pour la suite. Vous savez, moi je vais vous dire très clairement, nous sommes extrêmement sereins sur la manière dont les choses ont été menées. Nous avions un objectif très clair qui a été partagé avec les Français dès le début. Éviter la saturation dans les hôpitaux. Éviter, souvenez-vous, nous avions sous ça en esprit que nous soyons obligés de faire des tris entre les malades. Ça n'a jamais eu lieu. Et c'était ça, et c'est parce que ça a été bien géré. Maintenant, est-ce que sur certains points, le président de la République l'avait dit le 13 avril, il y a pu y avoir des défaillances, il y a pu y avoir des insuffisances dans la gestion. Quand nous découvrons qu'un certain nombre... des masques. Oui, et aussi des produits actifs. Quand nous avons découvert que l'essentiel des produits actifs, des produits de réanimation étaient produits par des pays étrangers, ça c'est des choses qui sont inacceptables. Mais c'est pas la responsabilité de notre gouvernement. C'est toute une chaîne, toute une histoire. Oui, sur la gestion des masques, n'auriez-vous pas mieux fait d'admettre dès le début de la crise qu'il y avait une pénurie de masques, inciter par exemple les Français à fabriquer les leurs, plutôt que de dire, à l'époque on se rappelle tout de même ces mots, de dire que les masques ne servaient à rien, que les Français ne sauraient pas les mettre. Est-ce que vous l'admettez aujourd'hui que c'est vraiment... Je pense que c'était une erreur de dire ça, mais ce n'est pas une erreur qui a été faite au hasard. Au même moment, l'Organisation mondiale de la santé disait la même chose. Vous savez, ce qui caractérise, et ça c'est un des résultats de la mission d'information. C'était pas pour cacher la pénurie ? Non. Mais c'était une erreur, vous le recommettez c'est une erreur, aujourd'hui. de facto, puisque c'était un point d'abcès, un point de fixation qui a été un élément perturbateur de tout ce qu'on pouvait faire de très bien par ailleurs. Mais vous savez, c'est une des choses qui est apparue de façon très claire pendant la mission d'information. Je crois qu'on a eu 17 auditions, donc on a fait du travail sérieux. C'est de voir comment, sur cette crise, les vérités sont apparues de manière successive
parfois contradictoires dans le temps et parfois contradictoires à un même moment entre différentes sources. Les autorités scientifiques n'étaient pas d'accord sur tout à tout moment. Et aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez que les stocks de masques étaient insuffisants? Il l'était à l'évidence, mais il était à l'évidence pour des situations sanitaires que de toute façon, il était extrêmement difficile de prévoir et d'anticiper. Je pense que là-dessus, on ne nous y reprendra pas. Mais quand je dis nous, c'est pas le gouvernement, c'est le pays. C'est la France, c'est son organisation. Il y a une responsabilité des exécutifs antérieurs pour vous. Justement, la gauche, les communistes disent la raison pour laquelle vous avez accepté cette commission d'enquête de la part de la droite et pas celle que voulaient les communistes, c'est parce que vous êtes liés, c'est parce que vous avez tous eu les mêmes responsabilités, vous avez tous été à l'exécutif. C'est trop facile. La proposition de la commission du groupe GDR a été refusée tout simplement parce qu'elle est apparue après que nous avions décidé de transformer la mission d'information en commission d'enquête. Nous l'avions dit dès le début. Ce n'est pas une mesure opportuniste, la commission d'enquête. Dès le début, le président Richard Ferrand avait dit, première phase, mission d'information, pour exercer... Sous la pression des Républicains, pour exercer... Non, nous étions très déterminés. Nous l'avions même mis dans la loi, Brigitte Boucher. Nous avions même dit qu'il y avait dans la loi d'urgence, la première, celle du 23 mars, l'obligation que le gouvernement vienne périodiquement rendre des comptes à la représentation nationale sur la manière dont était gérée la crise. C'était le rôle de cette mission. Alors il y a Agnès Buzyn qui a parlé hors commission d'enquête puisqu'elle n'était pas constituée. Elle a parlé dans Le Monde, elle a parlé de mascarade à propos des municipales. Elle a dit qu'elle avait alerté très tôt le couple exécutif. Est-ce que vous craignez qu'à l'issue de cette commission d'enquête, il y ait des têtes qui doivent tomber? Mais non, ça n'est pas un tribunal, une commission d'enquête. Une commission d'enquête parlementaire a des pouvoirs très puissants, et c'est d'ailleurs très utile. Pouvoir judiciaire Non, pas pouvoir judiciaire. Il peut y avoir de poursuites judiciaires à l'issue de la commission d'enquête. Mais le Parlement n'a pas un pouvoir judiciaire. Mais en revanche, il a des pouvoirs de contrainte, de convoquer. On ne peut pas s'y soustraire. On témoigne sous serment, donc c'est très solennel et très officiel, et c'est très bien comme ça. Moi, je défends cette initiative, je la défends sans réserve, mais je n'ai aucune crainte sur le fait que la vérité qui apparaîtra sera une vérité utile et pas une vérité polémique. Allez, Gilles Degendon poursuit cette émission avec la création d'un 10e groupe à l'Assemblée nationale. Deux groupes parlementaires ont vu le jour en 2 semaines à l'Assemblée avec des députés issus en partie de la République En Marche. Avec 10 groupes, le record est battu sous la Ve République. Hégémonique au début du quinquennat, le groupe majoritaire connaît une lente érosion. Les explications de Stéphanie Despierres. Sur un pont de Paris, juste devant l'Assemblée, se joue une drôle de scène. Voici 17 députés. À peine déconfinés, ils viennent annoncer la création d'un nouveau groupe au Palais Bourbon. Avancez-vous. Tous, ou presque, étaient des élus En Marche. Les voici en dissidence. Le groupe s'appelle Écologie, Démocratie, Solidarité. C'est le 9e groupe à l'Assemblée, un record sous la Ve République. Une semaine plus tard, quelques mètres plus loin, l'histoire se répète. Voici encore 17 députés, mais ce ne sont pas les mêmes. On prend ses distances et on pose pour la photo. Voici le 10e groupe qui vient de naître. Il s'appelle Agir ensemble. 2 nouveaux groupes en une semaine. Le premier se veut une alternative plus à gauche, plus écologiste que la République En Marche. On est vraiment à un tournant après cette crise sanitaire où il y a des décisions qui vont être prises, qui vont être structurantes pour l'avenir de la France, pour l'avenir de la planète. Et donc nous, on veut peser sur ces décisions pour que la sortie de crise soit marquée par une justice sociale et par une justice environnementale. L'autre groupe, Agir ensemble, est au centre droit, proche d'Édouard Philippe. Il comprend aussi 7 députés de la République En Marche. Nous pensons que face à la vague qui est en train de déferler, qui dit qu'il faut démondialiser, déconstruire l'Europe, revenir à l'État-providence des années 80, nous pensons que c'est tout le contraire. Il faut revoir la mondialisation, la rendre plus humaine, plus juste, mais nous avons besoin de la mondialisation. Ce 10e groupe s'inscrit clairement dans la majorité. Pour le 9e, c'est ni majorité ni opposition. Mais à eux deux, ces nouveaux groupes ont débauché 14 députés marcheurs. Ils font donc perdre la majorité absolue au groupe La République En Marche. Pas vraiment une surprise, plutôt le résultat d'une lente érosion. En 2017, il y avait 314 marcheurs à l'Assemblée. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 281.
Gilles Legendre, 2 groupes ont vu le jour en moins de 2 semaines ici à l'Assemblée nationale. Il y a désormais 10 groupes. À quand le 11e ? Écoutez, ça n'est pas moi qui le créerai, si c'est ça la question. La porte est ouverte, il pourrait y en avoir d'autres ? Écoutez, par définition, on vient d'en avoir l'exemple, la création des groupes est libre. Ça n'est pas souhaitable. Ça n'est pas souhaitable. C'est un facteur de confusion. 10 groupes à l'Assemblée nationale, ça ne s'est jamais vu. Et c'est probablement quelque chose qui va compliquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est capable d'accueillir et d'absorber. Mais ça ne va pas faciliter ni clarifier le travail parlementaire. Après, on va faire avec. Président du groupe de La République En Marche, c'est un échec personnel que ces divisions. Non, c'est une déception, c'est un regret, mais ça n'est pas un échec personnel. Est-ce que vous vous sentez fragilisé ? Pas du tout. Je ne porte en rien seul la responsabilité de tout le fonctionnement d'une majorité, d'une relation entre l'exécutif et les... Vous avez pu rater quelque chose à un moment dans la cohésion de ce groupe ? Mais je me le dis tous les jours, Brigitte Boucher. Tous les jours, je me dis que nous pourrions faire mieux. Nous pourrions faire mieux. Mais vous n'avez pas essayé de les retenir ? Je pourrais faire mieux. Écoutez, on ne retient pas les gens contre leur gré. Il n'y a pas d'acte d'autorité dans un groupe parlementaire. Tout ça est le résultat d'un moment très évident, qui est cette crise si particulière dont nous disions un mot au tout début, qui évidemment, probablement agite un certain nombre d'esprits, crée un certain nombre d'aspirations, ou libère un certain nombre d'énergies qui étaient déjà en jeu et qui se sont exprimées dans la création de ces groupes. Parce que ça remonte quand même pas à plus loin. On sent qu'il y a une aile du groupe, l'aile gauche, notamment qui s'est sentie inaudible et qui est partie en premier. Moi d'abord, je n'ai jamais raisonné en termes d'aile gauche et d'aile droite au sein du groupe. Et ce que je constate, c'est que plusieurs choses. Premièrement, tout ça ne déstabilise en rien la majorité. Nous avons 344 députés de la majorité, dont 281 En Marche, sur 577 députés. Donc non seulement la majorité est solide, je vous signale à l'une et à l'autre que jamais une voix n'a manqué au gouvernement depuis 3 ans sur quelque texte que ce soit. Et c'est ça ma mission. Je peux regretter plein de choses, je peux dire qu'on aurait fait plein de choses formidables, mais le boulot, il a été fait là-dessus. Par ailleurs, nous restons, le groupe En Marche, l'épine dorsale de cette majorité. 281 sur 340. Composer davantage avec d'autres groupes, avec le Modem, avec François Bayrou, qu'on entend davantage ces derniers jours. Mais depuis le premier jour... Mais un petit peu plus. Mais non, mais ni plus ni moins. Depuis le premier jour, je ne sais pas que je compose, mais je travaille avec le Modem. Nous nous voyons toutes les semaines avec Patrick Mignola et avec nos équipes respectives. Et nous voyons sur quel vote, sur quel sujet, comment nous allons voter, comment nous organiser. Tam l'a dit, certains ne s'y retrouvent pas. Aurélien Taché a dit, si je veux rester de gauche, je dois quitter la République C'est leur droit. En Marche. Ce sont des démarches personnelles. Est-ce que ça vous oblige à tenir les promesses de 2017 ? Je pense à la bioéthique, je pense à la réforme des retraites, à toutes ces réformes qui sont en suspens aujourd'hui. La réforme bioéthique, nous la voterons. Et le plus tôt sera le mieux. Nous l'adopterons définitivement. Avant la fin du quinquennat. Ah mais non, mais pas seulement avant la fin du quinquennat, beaucoup plus vite que la fin du quinquennat. J'ai dit chez vos confrères d'une autre chaîne de télévision que ça serait très difficile avant l'été. Si c'est possible, pourquoi pas, mais j'ai du mal à l'imaginer. Mais très vite, après l'été, il faut que cette loi soit adoptée. Les retraites, c'est différent. Les circonstances ont changé. Et notamment la question du financement des retraites, la question du travail, prend évidemment une autre couleur à l'aune de la crise que nous vivons. Et donc, il faudra probablement l'adapter. Nous avons la semaine prochaine et la semaine suivante à discuter d'une proposition de loi sur les retraites agricoles. C'est une manière de rentrer dans le sujet. Nous allons voir de quelle manière nous le ferons. Donc là, il faudra probablement adapter les choses. Mais vous savez, d'abord, ces deux groupes n'ont rien à voir. Il y a un groupe qui est sorti de la majorité et un groupe qui vient d'y rentrer, de façon très claire. C'est le groupe Agir. Vous l'avez dit, ça crée quand même de la confusion. Ah ben, la multiplicité des groupes dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, puisque vous en êtes l'une et l'autre familières, c'est incontestable. Mais ensuite, on vivra avec. Et sur la majorité, maintenant, elle a trois mouvements, 3 groupes d'importance très différentes, 17 membres pour Agir ensemble, 46 membres pour le Modem, 281 membres pour La République En Marche. Allez, on avance et on va parler d'une proposition de loi de la droite sénatoriale pour faciliter le vote lors du second tour des élections municipales.
Le Sénat a adopté un texte pour favoriser procuration et vote par correspondance. Mardi, la Chambre haute a débattu ce texte issu des Républicains. Objectif, améliorer la participation lors du second tour des municipales fixé le 28 juin. Le gouvernement est contre. Fabien Recker. Sur le déroulement du second tour des municipales, Sénat et gouvernement ne sont que partiellement d'accord. Objectif de la proposition de loi de la droite et du centre, contrer l'abstention record du premier tour, notamment en facilitant le vote par procuration. Il nous paraît tout à fait essentiel que des mesures soient prises pour rassurer. Et nous comptions le faire en parfaite harmonie avec le gouvernement et la majorité parlementaire, car il s'agit d'un impératif d'intérêt supérieur pour le bon fonctionnement de la démocratie. Le Sénat a donc adopté le texte, mais contre l'avis du gouvernement, qui entend pourtant reprendre à son compte certaines propositions des sénateurs. Votre proposition de loi comprend des mesures utiles et le gouvernement les partage, mais encore une fois, pardon d'insister et de souligner le fait qu'elles ne relèvent pas du domaine de la loi. Aussi sont-elles susceptibles d'être mises en œuvre, et je le redis comme je l'ai dit tout à l'heure, par décret, voire même par simple circulaire. Le texte des sénateurs propose de porter d'1 à 2 le nombre de procurations pour un mandataire et veut assouplir les règles de la procuration à domicile en direction des personnes fragiles. Le Sénat veut aussi permettre à une personne de donner procuration à un mandataire même s'il n'est pas inscrit sur la même liste électorale, à condition qu'il s'agisse d'un proche. Le gouvernement est contre. Contre aussi le rétablissement du vote par correspondance, un des points majeurs de cette proposition de loi, qu'il a sorti de garanties pour prévenir la fraude. Il nous semble que la faisabilité juridique et technique de la mise en place du vote par correspondance à ce stade paraît très délicate à mettre en œuvre. Vous nous proposez le vote par correspondance au calendrier grec, c'est-à-dire ces calendes qui n'existent pas. Le gouvernement, qui présente son propre projet de loi au Parlement, débattu le 5 juin à l'Assemblée nationale, le texte prévoit la possibilité d'annuler le second tour en cas de reprise de l'épidémie. Projet de loi qui devrait également abriter plusieurs dispositions relatives au déroulement de ce second tour. Gilles Legendre, sur le fond, ne faut-il pas faciliter le vote par procuration, le vote par correspondance dès le prochain scrutin de façon urgente pour avoir un minimum de participation? Non, mais ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable, ça n'est techniquement pas réaliste. Même par voie réglementaire. Je vous rappelle que le vote par correspondance a été supprimé en 1975 parce qu'il fonctionnait fort mal et qu'il ne garantissait pas une sincérité du scrutin. Mais on était en 75. Oui, aujourd'hui, les techniques ont évolué. L'Allemagne a été rétabli en quelques semaines. Ça veut dire que le vote par correspondance n'est pas la panacée et que ça se travaille. Et que les élections municipales du second tour étant dans 3 semaines, il n'est pas raisonnable de vouloir le faire dès maintenant. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème de sincérité du scrutin le 28 juin? C'est ce que pense votre homologue au Sénat, François Patriat. Il y en aurait un si nous bâclions le vote par correspondance. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement est partisan d'être prudent. Mais vous savez, il en sera de ce domaine comme de beaucoup d'autres. Nous aurons des leçons à tirer de cette crise. Et notamment, probablement, faire évoluer les pratiques électorales, mais le faire à froid, sérieusement, en serrayant tous les aspects de la question. Il y a quelque chose qu'on peut faire rapidement, c'est en revanche l'autorisation de 2 procurations par personne. Donc aujourd'hui, ce sera possible si vous voulez, pour le 28 juin. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et souhaitable. Par voie réglementaire, et d'ailleurs, dans la même ville, dans la même commune. Nous ne faisons pas sauter parce que là, pour le coup, il y a des problèmes de vérification qui, dans l'urgence, risqueraient d'être mal organisés et mal traités. Un mot des municipales, des accords ont été conclus entre les Républicains et La République En Marche. À Bordeaux, et à Strasbourg, à Clermont-Ferrand, à Lyon, dans des grandes villes, beaucoup entre les Républicains et La République En Marche. Est-ce que ça veut dire que La République En Marche penche à droite? Certainement pas. Certainement pas. Et je le dis, et c'est d'ailleurs non sans rapport avec ce que nous nous sommes dit sur les groupes et la création des nouveaux groupes. Le mouvement La République En Marche, sous l'impulsion de Stanislas Guerini, sous l'impulsion forte, courageuse et utile de Stanislas Guerini, et le groupe restent les lieux du dépassement politique, du dépassement du clivage droite-gauche. Non pas pour nier l'existence des sensibilités. Les uns et les autres, nous sommes le fruit d'une histoire politique, de convictions politiques que nous n'avons jamais abdiquées. Mais nous reconnaissons depuis 2017 que ce clivage a plutôt été un facteur de conservatisme, de frein dans l'évolution, dans les progrès du pays qu'il importe de dépasser. Et ce qui était vrai en 2017 l'est
encore plus aujourd'hui où pour trouver les bonnes réponses à la crise économique, à la crise sociale, nous devons être très imaginatifs et nous débarrasser des oripeaux, des vieilles solutions, des vieilles méthodes, des solutions toutes faites, comme je les vois réapparaître et sur notre flanc droit et sur notre flanc gauche. Donc plus que jamais, nous devons nous dépasser. Il nous reste 1 minute. On va terminer avec le rapport sévère rendu par la commission d'enquête sénatoriale sur la gestion de l'incendie de Lubrizol. Les sénateurs dénoncent des angles morts inacceptables dans la prévention des risques industriels en France. Ils pointent la responsabilité de l'État. Ils critiquent la communication de l'exécutif et critiquent notamment Agnès Buzyn. Est-ce que ça ne fait pas un nouveau caillou dans la chaussure dans cette campagne ? Agnès Buzyn, elle est critiquée avec tout ce qu'elle a pu dire pendant la campagne de Paris. Et puis maintenant, encore ça. Non mais attendez, quel est l'élément central de ce rapport et que je trouve fondé? C'est les difficultés de communication qui ont eu lieu. Mais qu'est-ce qui est important dans une crise comme ça? C'est la gestion réelle de la crise, sur laquelle porte aucun reproche, c'est-à-dire notamment en termes de réactivité, de rapidité des réponses à apporter, ou est-ce que c'est la communication? Vous savez, quand une crise surgit comme ça, vous n'avez pas immédiatement le bon ton, le bon discours. Là aussi, ce qui est important, c'est les leçons qu'on en tire. Et le ministre, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire, a déjà lancé la concertation qui va permettre de tirer les leçons. Elle a déjà décidé d'augmenter de 50% les contrôles des sites classés. Donc, de tous ces événements qui sont souvent inaudibles, nous tirons des leçons. De la fin. Merci Gilles Legendre. Je vous en prie. Merci Tam, et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro hebdo.